Tout d'abord, bonjour à tous et à tous, et merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui pour cette conférence. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Romain Pigenel, directeur adjoint du service d'information du gouvernement, en charge du numérique. Je voudrais tout d'abord remercier donc, M. Pigenel qui nous accorde un petit peu de son temps à la suite de son déplacement à Toulouse. Et j'aimerais également remercier l'administration de TBS, sans qui cette conférence n'aurait pas été possible. Donc on va commencer par un petit édito de 5 minutes. Alors je vous rassure, M. Pigenel, les éditos à TBS sont plutôt sympas. On n'est pas comme nos collègues de l'EDEC Lille qui ont tendance à tailler un petit peu les invités. On l'a vu avec M. Copé la semaine dernière. On passera ensuite à... Tester, hein, s'il faut. Non, je n'oserais pas. On va ensuite, vous allez ensuite nous présenter un petit PowerPoint. Et ensuite, on passera à quelques questions des RDVC. Et enfin, les questions du public. Alors, Romain Pigenel, vous êtes l'homme qui révolutionne la com du gouvernement, selon le titre d'un article des Inrecuptibles, paru cet été. Alors vous souriez, je rougis pour vous, mais je devine déjà que comme tout bon communicant, souvent homme de l'ombre, vous resterez modeste et vous déclarerez par la suite que le journaliste a fait preuve du lyrisme propre aux musiciens, ou du moins d'un certain goût pour les titres qui font le buzz. Peut-être a-t-il un petit peu oublié au passage le travail fourni par vos collègues du SIG et votre directeur, M. Christian Gravel. Oui, c'est un petit peu le stagiaire en marketing qui est en moi qui parle et qui prend la défense des jeunes graphistes qui œuvrent au quotidien. Mais passons, le titre est flatteur, élogieux et accrocheur, mais derrière les mots, il y a également une réalité que j'exposerai par la suite. Car avant, j'ai envie de retracer brièvement votre parcours afin que chacun comprenne qui vous êtes et ce qui fait l'intérêt de votre venue aujourd'hui. Normalien et militant pour le Parti Socialiste, vous développez en parallèle de vos études une expertise geek, en plus d'une expertise du rap français, qui, pour cette dernière, pourrait faire l'objet d'une autre conférence, intéressant les membres d'un certain projet Delta, présents ce soir. Mais revenons plutôt à vous. Blogueur de gauche influent, vous tenez notamment le blog Variae. Votre connaissance des méthodes et enjeux de la communication sur les réseaux sociaux est rapidement plébiscitée par des hommes politiques. Vous devenez notamment attaché parlementaire de Julien Drey, puis vous prenez en charge la cellule Internet lors de la campagne numérique de François Hollande en septembre 2011. Vous jouez un rôle très important dans cette deuxième véritable campagne numérique, qui a été vraiment la deuxième campagne électorale numérique après celle de 2007. Vous développez un pôle d'influence sur les réseaux sociaux, rassemblant plus de 100 blogueurs. Pour vous donner une idée sur l'importance des dépenses reliées à Internet lors de cette conférence, c'était un budget de plus de 500 000 € pour notre président actuel en 2012 et plus d'1 million d'euros pour Nicolas Sarkozy, ce qui représente environ 5% des budgets, et ce qui nous montre aujourd'hui l'impact d'Internet dans les campagnes électorales. Mais vous, M. Pigenel, à l'occasion de ces différentes batailles sur le web, vous avez bien cerné les problématiques et enjeux de la communication sur les réseaux sociaux, et vous êtes devenu un véritable chasseur d'attention, pour reprendre en bon élève vos concepts. Face aux lolcats et autres ovnis de la toile qui captent notre attention au quotidien, vous comprenez qu'un bon communicant doit savoir s'adapter aux nouveaux codes et aux pratiques dictées par le web. Il faut ruser pour que le message survive au sein du paradigme de la timeline. Là aussi, je mets des guillemets, car ce sont vos concepts que vous pourrez redétailler par la suite. Et mais revenons à présent à la révolution évoquée par les Inroc. Depuis votre arrivée au service d'information du gouvernement en 2014, il est vrai que le changement est en marche, sans mauvais jeu de mots de ma part. En effet, avec Christian Gravel, vous êtes à l'origine de ce que certains appellent le virage cool de la com du gouvernement. Vous utilisez les codes et le ton de la pop culture pour promouvoir l'action étatique sur le web. Il n'est pas rare, depuis maintenant plus d'1 an, de voir surgir des références à des séries comme House of Cards ou à des films comme Jurassic Park ou Avengers. C'est à se demander si le gouvernement n'est pas devenu américanophile. J'espère d'ailleurs que vous aurez l'occasion de nous rappeler ou de nous présenter pour certains quelques-unes de vos campagnes aujourd'hui. À l'heure où on voit surgir une défiance des citoyens, et en particulier des plus jeunes envers la classe politique, vous semblez apporter un renouveau nécessaire à la communication du gouvernement. Cette percée est remarquée par les journalistes et experts de la communication, mais aussi aujourd'hui par des étudiants en école de commerce comme nous, ce qui à mon avis est une nouveauté pour le SIG. Pour ma part, j'avais vraiment hâte d'organiser cette conférence, car je pense que votre vision et l'exemple de vos modes opératoires dans la communication digitale seront précieuses pour tous les étudiants ici présents, et pas seulement ceux qui souhaitent travailler dans la communication d'influence ou la communication digitale. Et j'ai l'honneur de vous laisser à présent la parole pour que vous nous présentiez plus en détail votre mission au SIG et vos méthodes si innovantes. Je vous prie d'applaudir très chaleureusement M. Romain Pigenel. Déjà, merci à toutes et à tous et surtout aux organisateurs pour l'accueil sympathique. Donc, il est tard, il fait chaud, donc je vais essayer de ne pas être trop pénible et surtout de mettre au niveau de cette présentation qui est vraiment une introduction empoisonnée puisqu'elle est tellement gentille et sympathique. Après, on peut être effectivement plus mauvais et décevant. Donc,
J'ai essayé de ne pas être trop mauvais et pas trop décevant, pas trop long non plus. Au début, j'étais partisan d'avoir une présentation très très courte et pareil, monsieur m'a dit non mais prenez comme le temps de montrer les choses. Donc je crois que maintenant je suis un peu trop long. Donc on va essayer d'un peu s'adapter. Je voudrais vous dire, faire passer 2-3 idées. Et vraiment l'idée c'est que quand on sent que si ça dure trop, n'hésitez pas à m'interrompre et on passera après un échange. Si vous avez des questions évidemment, je pense que ça sera probablement plus intéressant pour tout le monde. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Pour remettre les choses en place, alors je crois que j'avais une slide là-dessus plus tard, mais ne soyons pas esclaves du PowerPoint. Donc, le service d'information du gouvernement, c'est quoi ? C'est quelque chose qu'on peut définir comme étant en fait l'agence de com et de sondage de l'État. C'est une agence gouvernementale qui est rattachée directement au Premier ministre, à Matignon, qui existe depuis les années 60-70. Alors avant, ça avait un nom différent, mais en tout cas, en gros, on peut dire que ça a maintenant une quarantaine, une cinquantaine d'années. Et c'est une structure qui a en gros une centaine de personnes, pour vous dire, même si avec les plans de réduction du nombre de fonctionnaires, on est plutôt aujourd'hui à 80. Et on a toute une série de missions que j'ai l'habitude de résumer pour dire il y a l'écoute du message, l'émission du message et la coordination du message. Alors, l'écoute du message, c'est quoi ? C'est tout ce qui est l'organisation des sondages de l'État et la veille d'information, veille sur les réseaux sociaux, revue de presse. Donc, toutes ces fonctions-là, et notamment la fonction sondage avec avec une grosse centralisation de moyens, c'est le travail du SIG, qui après redispatche l'information au Premier ministre, aux différents ministères et puis évidemment au Président de la République. Tout ce qui est après la coordination du message, c'est une autre fonction importante de cet organisme, à savoir qu'on a un rôle de coordination, de pilotage et d'appui de toutes les directions de la communication des ministères. Donc, et évidemment, on ne fait pas de la communication gouvernementale que au SIG. Vous avez au ministère de la Santé, au ministère de la Défense, des grosses cellules de com. Et cela dit, elles sont toutes coordonnées par le SIG avec un rôle selon les cas. D'abord de veiller à ce qu'il y ait une unité de la communication gouvernementale. Donc on donne ce qu'on appelle les agréments quand une campagne sort. Quand vous voyez une campagne du gouvernement, que ça soit celle qui est en ce moment, par exemple, pour le recrutement dans la Marine nationale, ou des campagnes de changement de comportement sur la sécurité routière, sur le tabac, etc. À chaque fois, si elles sont sorties, c'est qu'elles ont eu la signature du SIG. Donc on a un rôle comme ça si vous voulez, de garde-triage, d'aiguillage de l'ensemble des campagnes de com'. Et puis, donc ça, c'était la coordination du message. Et la dernière fonction qui est peut-être, je dirais, la plus récente et qui en fait a pris une grosse ampleur avec le web, et c'est de ça que je vais vous parler ce soir, c'est tout ce qui est la production d'un message au nom du gouvernement et du Premier ministre. Et ça, en fait, c'est notamment tout ce qui est la communication via le site du gouvernement, gouvernement.fr, et via le déploiement de la marque sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai l'habitude de dire que le gouvernement.fr, nous, on le considère un peu comme une marque. Alors, on pourra en discuter après, d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse. Et ça veut dire que déploiement, c'est quoi ? C'est le compte Twitter, le compte Facebook, le compte Instagram, etc., etc. Donc voilà toutes les missions qu'on a et cette vénérable institution, parce que 50 ans dans le domaine de la com et même des sondages, vous doutez bien que ça fait quand même beaucoup de temps et qu'on a vu passer beaucoup d'évolutions du métier. Cette institution, elle se prend en pleine figure, elle essaye même pas de se la prendre, mais plutôt de la dompter, évidemment la transition numérique, comme l'ensemble d'ailleurs de l'État. Juste avant, c'est la raison pour laquelle j'étais à Toulouse aujourd'hui, j'étais à un gros forum sur l'Open Data qu'organisait Etalab, qui est une autre agence de l'État qui s'occupe de tout ce qui est Big Data, analyse de données, etc. Et donc, on essaye, nous aussi, de s'adapter au numérique. Alors, ça a plein de bouleversements, ça veut dire des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire. Et c'est un peu, finalement, le point de départ de la stratégie qu'on a mis en place depuis 1 an et demi, et la raison pour laquelle je suis là ce soir et ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait dans ce nouvel environnement que je vais brièvement vous décrire pour continuer à communiquer. Comment est-ce qu'on fait quand on est l'État, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude avant, pour faire de la com, c'était facile, il suffisait d'acheter des espaces publicitaires dans la presse papier, des encarts dans le métro, sur les abribus, etc. Et puis tout d'un coup, vous arrivez dans un nouvel univers où on passe de quelques médias. Alors quelques médias, j'exagère un peu, alors on va dire une dizaine de chaînes de télé, quelques dizaines de titres papier et l'affichage dans la rue. Ça, c'était le monde d'avant. Et le nouveau monde, alors qui pour vous est votre monde, probablement, mais moi je suis encore suffisamment d'un âge vénérable pour avoir connu la période d'avant, où tout d'un coup, vous avez par le numérique, et notamment par cet outil dont on a oublié tellement il est révolutionnaire, qui est le téléphone portable, qui fait que vous avez accès à toute l'information tout le temps et que vous êtes bombardé d'informations tout le temps. Comment est-ce qu'on fait quand on est l'État, pour surnager là-dedans, à savoir que c'est un nouvel univers, mais j'y reviendrai, dans lequel l'État n'a pas spécifiquement n'a plus les prérogatives qu'il avait auparavant.
Alors, pour essayer un peu d'objectiver la situation, je vous ai proposé de vous donner quelques données sur l'état actuel d'Internet. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est pas des milliards de chiffres, mais c'est juste des choses qui sont intéressantes, je pense, pour avoir une espèce d'image de la situation du digital en France aujourd'hui. Alors, il y a quelques slides, hein, n'ayez pas peur. 82%, donc c'est le nombre de ménages qui sont équipés d'un accès Internet à domicile, ce qui fait de la France le 8e pays dans l'Union européenne. 78% des ménages connectés qui possèdent une connexion haut débit. Et dernier chiffre intéressant à deux égards, le nombre de Français qui utilisent Internet tous les jours ou presque. Vous voyez qu'on est sur 2/3. Et là où ça devient intéressant, même si je l'ai mis en plus petit, c'est le dispatching en termes d'âge, à savoir que vous voyez très clairement que d'ailleurs ce qui est intuitif, ce qu'on pouvait intuiter est réel, c'est-à-dire que globalement, plus on est jeune, plus on passe sa vie sur le web, et avec une rupture très très nette entre... alors en fait, quand on regarde, il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement les 55 ans et plus, c'est les gens qui ont... connus, je vais dire, qui ont connu le monde d'avant encore Internet, donc qui ont connu un peu l'informatique de bureau, mais clairement ils sont pas nés avec ça et donc ils en ont un usage qui est pas natif, on va dire. Donc on est sur du 1 sur 2. Quand on monte sur alors ma génération au sens large, c'est peut-être la vôtre pour certains d'entre vous, on est sur un usage qui est massif, mais là où c'est intéressant, c'est les 16-24 ans, donc ce qu'on appelle les digital natives en termes de marketing, parce que alors, ils ou vous êtes nés en connaissant tout ça, alors on est sur du 94%, c'est-à-dire qu'il y a clairement un changement de paradigme et une population qui vit, qui respire totalement Internet. Et évidemment, ça change tout le rapport aux médias et ça change toutes les stratégies de communication qu'il peut avoir, puisqu'il suffit plus, pour être clair, d'aller faire le 20h de TF1 pour toucher les gens. Il faut se dire comment est-ce que je vais toucher une population, et notamment les jeunes, pour qui le 20h de TF1, c'est pas forcément très important, mais qui va passer du temps sur des sites, sur des applis, sur Snapchat, etc. etc. Autre élément vraiment fondamental, alors là encore, pour ceux d'entre vous qui font un peu de marketing ou autre, on doit vous bassiner avec ça, c'est le règne du mobile. Mais c'était avant un peu, je dirais, une tarte à la crème. Maintenant, c'est vraiment une réalité qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. C'est donc, on a 30 millions de mobinautes en France, 55% de la population, mais c'est quand on compte la population globale, c'est-à-dire y compris les nourrissons et les vieillards. Donc en fait, c'est quand même, c'est évidemment beaucoup. Et là, un peu plus peut-être intéressant et parlant, 58 minutes, c'est le temps moyen passé en ligne chaque jour sur son téléphone portable. Et là, je n'avais pas mis les données stratifiées, mais là encore, vous doutez bien que c'est une moyenne et que si on regarde sur les tranches d'âge qui sont ou la mienne ou la vôtre, on a des chiffres qui explosent et qui vont bien au-delà. Et puis, un autre chiffre intéressant en termes d'évolution des mœurs, c'est la comparaison du nombre d'appareils vendus en 2014, et on voit que l'ordinateur, en fait, n'est plus qu'un petit joueur, je dirais, dans le monde du numérique. On a vendu 4 millions, mais on vend en même temps 6 millions de tablettes et 18 millions de smartphones. Donc si on résume la situation, les gens passent de plus en plus de temps sur Internet et ils passent de plus en plus de temps sur leur mobile. Ce que ça implique, et je me permets d'insister parce que ça conditionne après l'analyse stratégique qu'on a fait, c'est qu'on est dans une logique du multi-écran et du multicanal, à savoir que l'intérêt du mobile, c'est que vous l'avez tout le temps avec vous, partout, il ne prend pas de place, et donc ça veut dire que quand on fait de l'Internet mobile, on fait toujours autre chose en même temps. Là, c'est des chiffres qui viennent, je ne sais plus où j'ai récupéré, de M6, mais ils sont intéressants, et vous voyez bien que globalement, alors je ne dis pas de bêtises en lisant l'infographie, on a 76% des gens qui, en même temps qu'ils sont sur leur téléphone mobile, font autre chose. Alors après, toutes les gammes d'actions possibles. Et puis là, on a pris le cas simple où ils font une chose en même temps, mais on peut être certain que dans beaucoup de cas, ça va être peut-être 2 ou 3 activités en même temps. Avec une conséquence directe, c'est qu'on a une attention, une capacité de concentration qui est beaucoup plus volatile qu'avant, et que, là encore, le vieux système où c'était toute la famille devant la télé pour regarder Jean-Pierre Foucault ou autre, alors peut-être d'ailleurs que vous le faites encore, et si c'est le cas, je vous souhaite bien du bonheur, activité respectable. Non, mais c'est tous les goûts dans la nature, on a tous nos problèmes. Mais voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que vous avez regardé Jean-Pierre Foucault avec la famille et le chien, ou le chat, je ne veux pas avoir de problème avec ni les chats ni les chiens, mais en même temps, vous allez avoir le téléphone, peut-être même la tablette, et puis vous allez chatter sur un truc, regarder des bêtises sur Twitter, peut-être à côté, je sais pas moi, regarder un bout de film en parallèle sur la tablette, et ça, vous vous doutez bien que c'est évidemment une situation qui est de plus en plus répandue. Des chiffres là qui vous concernent, vous les jeunes, donc moi encore un peu quand même, c'est vraiment des chiffres plus sur votre tranche d'âge. Et là, moi vraiment, le 36%, c'est peut-être le plus important de tout ce qu'on a vu, c'est la progression du temps passé en ligne sur les 16-24 ans entre 2009 et 2013, alors que la TV stagne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en termes de pyramide des âges, vous avez la télévision qui est en train de devenir un média du passé.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de progression d'audience chez les jeunes. En revanche, la même population, elle passe de plus en plus de temps sur Internet, en l'occurrence sur son mobile. Donc, si on fait un peu de projection dans les années qui viennent, alors, sauf à imaginer que quand on devient vieux, on se remet à regarder la télé, ce qui peut-être n'est pas à exclure non plus, mais ça veut dire que vous pouvez avoir, encore plus qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, les télés n'ont plus les audiences qu'elles avaient dans les années 90, mais on peut avoir un décrochage encore plus brutal, et là encore, un impact total sur la manière qu'on peut avoir de faire de la com. Et pour me répéter, mais c'est important de l'avoir en tête, le vieux système. Alors aujourd'hui, la télé est encore primordiale. C'est vrai que si vous voulez toucher tout le monde, faire un 20h de TF1, ça reste évidemment plus puissant qu'aller faire un chat sur Facebook. Mais c'est peut-être qu'on vit les dernières heures de ce paradigme-là, et en tout cas, c'est pas suffisant. Autre chiffre qui est également intéressant d'un point de vue gouvernemental, c'est que un digital native sur 2 s'informe d'abord de l'actualité nationale par Internet. Alors, c'est Internet global, ça veut dire que ça peut aussi être en allant sur le site du Monde, mais c'est pas que le site du Monde, ça veut dire aussi en allant voir des vidéos sur YouTube, j'y reviendrai après, en lisant ce qui peut apparaître sur sa timeline, sur Facebook, sur Twitter. Donc on voit bien là encore qu'on a un décrochage par rapport aux vieux médias, aux médias papier traditionnels, aux façons dont s'informaient nos parents ou encore nous il y a quelques années. Et puis, et ça c'est un chiffre qui prend une importance toute particulière dans ce qu'on sait aujourd'hui sur tout ce qui est les théories du complot, tout le conspirationnisme en ligne, c'est qu'on a un jeune digital native sur 3 qui pense qu'une information sur un réseau social ou une vidéo trouvée en ligne, donc ça veut dire n'importe quoi sur YouTube, est une source fiable d'information. Et ça, évidemment, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'on appelle les théories du complot. Il se trouve que nous, au niveau gouvernement, on est en train de mettre en place pas mal d'actions là-dessus, notamment au niveau de l'éducation nationale, mais c'est un vrai problème, y compris démocratique, parce que bien souvent, au bout du compte, ça finit par toujours accuser les juifs, les arabes, les noirs d'être victimes de tous les malheurs qui nous arrivent. Et on sait bien que toutes ces théories-là se développent beaucoup par vidéo YouTube. Et là, vous avez une des raisons du problème qui est expliquée, c'est que simplement YouTube ou Dailymotion, ne faisons pas de privilégiés, sont aujourd'hui vus par une partie de la population comme étant aussi fiables que Le Monde, Le Figaro, etc. etc. Bon, là, je vais passer rapidement parce que c'est des choses qui ne vont pas vous étonner, mais on voit pareil, un nombre de Français inscrits sur les réseaux sociaux est toujours la même histoire, c'est-à-dire que même s'il y a eu des effets de rattrapage, on voit bien quand même que plus on est vieux, moins on est inscrit, et en revanche, avec d'ailleurs... c'est marrant de voir que enfin non, 12-17 ans c'est normal parce qu'il y a des problématiques autres, mais on voit bien qu'on a encore un vrai décrochage entre les plus de 40 ans et les moins de 40 ans. Chiffre d'inscription, ça sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver ça n'importe où, donc c'est pas très intéressant. Et pour faire la jonction maintenant avec nos problématiques à nous, et au sujet de ce qui est l'attente justement des Français, on a 6 Français sur 10 qui utilisent Internet dans leur relation avec les pouvoirs publics. Et un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est 1 Français sur 2 qui utilise Internet pour se renseigner sur des questions de santé. C'est ce que j'appelle le réflexe Google ou le réflexe Doctissimo. Ça veut dire que, et là encore, c'est quand même un changement de paradigme total. Avant, le médecin, de même que TF1 régnait en maître sur les médias, le médecin de famille régnait en maître. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire que de plus en plus, le réflexe, ça va être aussi d'aller voir ce qui est dit sur Doctissimo d'une maladie ou autre. Moi, je me souviens toujours quand j'avais un peu plus que votre âge, c'était en 2008-2009, j'étais chargé de cours à la Sorbonne en philo, et c'était le moment où on commençait à voir les étudiants qui se ramenaient en cours avec un ordinateur portable, et certains avaient une connexion Internet. Et c'est la première fois que j'ai vu qu'en même temps qu'on parlait, en plus c'était à la Sorbonne, donc c'est le truc comme un peu impressionnant dans les grandes salles, il y avait des étudiants qui checkaient en direct ce qu'on disait, qui regardaient sur Wikipédia pour voir si le prof racontait des conneries. Et alors, moi, en fait, je trouve ça plutôt bien, parce que c'est une réaction saine, et en plus, je faisais de la philo, donc ce serait quand même grave si les étudiants en philo, ils étaient là à prendre pour argent comptant tout ce qu'on leur raconte, mais il faut voir aussi le choc que c'est par rapport aux institutions en place, et c'est vrai pour toutes les institutions. C'est-à-dire tous les pouvoirs établis, tout d'un coup, avec Internet, ils vacillent, parce que n'importe qui peut avoir accès à plein d'informations. Ça ne veut pas dire que l'information, elle est juste, ça ne veut pas dire qu'elle est utile, ça ne veut pas dire qu'elle est crédible, mais pour autant, il y a tout ce qui est pouvoir en place et challengé. Médecine, médias et évidemment institutions politiques. Je passe rapidement sur le SIG, je vous en ai parlé. Juste pour vous cadrer un peu sur le web, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, gouvernement.fr, c'est une marque web ancienne, puisque le site, le tout premier, il date de 96, donc ça nous remonte à Dominique de Villepin, Dominique de Villepin, n'importe quoi, ça nous remonte c'était qui à l'époque ? Alain Juppé. Mais non, remarquez, un homme jeune, donc non, en fait, c'est
voilà, un homme de toute première jeunesse, puisqu'il est toujours dans la vie politique. Et donc très sérieusement, ils avaient fait déjà, ça avait été très moderne à l'époque, parce que ça devait être un des tout premiers sites publics. Et puis en fait, pendant longtemps, gouvernement.fr a vécu sa vie de site web, et c'est très tardivement qu'on est allé sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez, on a un effet de rattrapage. Et en fait, de 2013 à 2015, on s'est installé massivement partout. Mais on est arrivé très récemment. Alors, le bouleversement du numérique, ça, pareil, je vais passer vite parce que c'est finalement ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vraiment, c'est l'avant-après qu'il faut avoir en tête. C'est, encore une fois, sur l'item 1, on passe de peu de médias ou d'un nombre limité de médias à une quasi-infinité du média. Donc on avait avant beaucoup de titres papier. Aujourd'hui, certes, la presse papier ne se vend plus, mais il y a eu une explosion de tout ce qui est la presse web. Peu de producteurs d'informations avant, alors qu'aujourd'hui, c'est une quasi-infinité de production d'informations, puisque n'importe qui peut, avec un smartphone, faire une vidéo, la diffuser sur Twitter, sur WhatsApp, et que sais-je d'autre encore. Et puis, et ça c'est important pour la com publique, auparavant, vous aviez des créneaux qui étaient bien définis et bien marqués pour l'information publique. Il y avait des émissions de télé, politiques, de débat, qui étaient des rituels, qui faisaient des grosses audiences régulièrement et tout. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus, mais d'une part, leur audience a baissé. Et puis surtout, avec le multi-écran, si vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on regarde l'émission de politique à la télé, on va avoir en même temps le téléphone ou la tablette sur les genoux, et donc on va faire autre chose en même temps. Donc on a une attention moins captive, et il y a plus ce côté que vous avez peut-être même vous jamais connu. Mais moi je me souviens, en 92 par exemple, il y avait le débat pour le traité de Maastricht entre, c'était qui ? C'était François Mitterrand versus, il avait qui face à lui ? Vous devez savoir ça, s'il y a des gens qui font de l'histoire. C'était Seguin, voilà, c'est ça. Et c'était un truc, je veux dire, je pense que toute la France s'arrêtait le soir-là pour regarder ça. Et les gens regardaient parce que, simplement, quand vous aviez la télé, vous n'aviez pas d'autre chose à faire, vous n'avez pas d'autre écran à regarder. Aujourd'hui, ça, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'il faut être plus rusé. Et il ne suffit pas en gros, avoir un créneau télé ou un créneau radio pour se dire, ça y est, on a l'attention des gens et on va pouvoir leur raconter nos histoires. On est rentré dans l'ère du à la demande, c'est-à-dire que, et là encore, c'est une totale inversion. Auparavant, en tant que consommateur d'infos, vous étiez dépendant des programmes que vous imposiez les chaînes, c'est-à-dire que si vous vouliez voir un film, il fallait attendre, sauf fallait acheter la cassette VHS, il fallait attendre qu'il passe sur TF1 un dimanche soir, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Alors c'est fini si je prends l'exemple de la télé. Pourquoi ? Parce que vous avez d'abord vous avez plus de médias, plus de chaînes qu'avant, mais ça passons. Vous avez tous les systèmes de replay, de podcasts, de machin qui font que vous pouvez voir l'émission quand vous voulez. Et vous savez que tous les chaînes ont à côté des systèmes à la demande. Et puis, même parfois, au-delà des émissions qui, une fois qu'elles ont été diffusées à l'antenne, peuvent être vues pendant, je sais pas, une semaine sur le player, vous avez après des services de vidéo on demande où vous pouvez acheter la vidéo, etc. Donc, le rapport de force s'est inversé. On est passé d'une époque où, globalement, vous étiez, le client ou le consommateur était prisonnier, si j'ose dire, de l'offre média. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que tout est disponible tout le temps et on est passé finalement de la tyrannie du média émetteur à la tyrannie du spectateur qui peut faire ce qu'il veut quand il veut. Il n'est pas obligé de regarder par exemple une émission de débat politique parce qu'il sait qu'il pourra la revoir sur son smartphone le lendemain ou aller voir des vidéos, des extraits qui ont été chargés sur YouTube de manière pirate, etc. etc. Et ça veut dire une chose qui est pour nous fondamentale, c'est que aujourd'hui, tout internaute citoyen, en l'occurrence, puisqu'on parle de politique, est susceptible à tout moment de consommer ou d'être exposé à tout type de contenu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cases, tout n'a pas explosé, c'est-à-dire qu'il y a encore évidemment des programmes télé et autres, mais on n'est plus esclave de ça. Et donc vous ne pouvez jamais savoir, quand vous ciblez une population, quand vous voulez faire de la com pour toucher quelqu'un, si je fais une campagne de recrutement pour l'armée, ou si je fais une campagne contre l'alcoolisme, ou qui vise les jeunes pour un autre sujet, le problème que je vais avoir, c'est que ça va être très compliqué de me dire, si je fais telle chose, je suis sûr de cibler massivement telle population. En tout cas, avec des méthodes anciennes. Ça ne fonctionne plus comme ça, et on est en concurrence avec plein d'autres contenus médiatiques. Et ça, c'est le propre d'Internet, c'est-à-dire que Internet et le numérique en général, ça crée un effet d'horizontalisation. C'est-à-dire que tout vaut tout, parce que tout est disponible tout le temps. Et ça, on peut bien le comprendre en regardant comment fonctionne un réseau comme Twitter, mais j'aurais pu prendre d'autres exemples. Vous savez, pour ceux qui fréquentent Twitter, qu'il y a un outil qu'on appelle les Trending Topics, qui est à gauche de l'écran, et sur lequel vous avez en temps réel les 10 mots-clés qui sont les plus utilisés sur le réseau. Et ça, j'avais fait une capture d'écran, c'était il y a quelques semaines, et elle résumait parfaitement ce qui est aujourd'hui le contexte médiatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné sur Twitter, c'était les Tendances France, vous avez
tous les sujets qui se mélangent. Donc vous avez là Xavier Niel, un entrepreneur numérique, Teddy Riner, le judoka. Il y avait à ce moment-là probablement une polémique sur la NSA, Far Cry, un jeu vidéo, Netflix, etc. Bourdin Direct, une émission. Au-dessus un hashtag sponsor, et donc c'est une espèce d'énorme mélange que vous voyez dans les trending topics, mais vous-même quand vous avez un compte Twitter, ce qui se passe sur votre timeline, si vous êtes abonné à des comptes différents, c'est que vous voyez, en fonction de ce que vont retweeter les personnes que vous suivez, etc., vous pouvez en quelques fractions de secondes voir passer un contenu politique, un contenu sérieux, une vidéo trash, un truc qui n'a rien à voir, une actualité people. Donc c'est un espèce de mélange permanent et alors, je ne vais pas dire que ça abaisse le niveau parce que je ne porte pas de jugement moral là-dessus, mais ça horizontalise, c'est-à-dire que tout vaut tout, et c'est une espèce de sarabande où vous avez l'habitude de voir une photo de cadavre d'un conflit lointain qui après va être suivie par une vidéo avec des chats. Et ça, c'est pas un truc qui est rare, c'est la base de ce réseau. Et voilà, j'avais repris un exemple avec une timeline Facebook aussi, et on voit, voilà, même sans rentrer dans le détail, c'est le mélange entre de la pub, de l'actualité culturelle, artistique, une histoire de, je sais même pas c'était quoi ça, de gâteau ou une pub, que sais-je d'autre. Et là, une timeline Twitter, pareil, où vous avez des contenus médias, là, un contenu qui est plus relatif à la musique, des expressions individuelles, etc., etc. Pour arriver à surnager là-dedans, parce que le problème, donc pour revenir à la problématique qu'on a en tant que gouvernement, c'est se dire, OK, on est dans tout ce mélange-là, et il faut qu'on arrive à émerger. Et on n'a pas la rente de situation qu'on avait auparavant, quand il suffisait encore une fois de se dire c'est pas grave, on va acheter une énorme campagne d'affichage par exemple dans les transports publics. Pourquoi est-ce qu'on peut plus faire ça? Alors il y a deux raisons. D'une part parce que ça suffit plus, parce que pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, quand on est dans les transports, on a peut-être mieux à faire que regarder les affiches parce qu'on a le téléphone à la main, mais aussi parce que les budgets de l'État ont baissé et que faire des campagnes mass média à l'ancienne, ça coûte beaucoup d'argent. Donc vous avez aussi un effet économique qui fait qu'on n'a plus les moyens de faire la com qu'on faisait avant. Et donc la problématique, elle est celle finalement d'un comédien de stand-up, c'est-à-dire que globalement, il faut se dire, quand je vais envoyer mon message, alors je parle de communication digitale sur le web, il va être coincé dans la timeline ou sur l'écran de notification du téléphone de la personne entre 10 000 contenus, tous super intéressants. Et comme sur une scène de stand-up, je vais avoir peut-être 10 secondes d'attention pendant lesquelles il va falloir que j'attrape l'attention de la personne et qu'elle me dise, qu'elle me juge suffisamment intéressant pour y prêter plus d'attention. Donc pour être très concret, c'est quoi? C'est pour reprendre les images de timeline que je mettais auparavant. Là, quand il va y avoir cette espèce de défilement, j'ai pris Twitter, mais j'aurais pu dire encore une fois Facebook ou quoi que ce soit d'autre, il y a là un défilement qui est, alors selon le nombre de comptes qu'on suit, il est plus ou moins intensif, mais il est quand même assez rapide. Et qu'est-ce qui fait que dans tout ce qui défile là, comme sur une espèce de téléscripteur, je vais choisir de cliquer, je vais prendre le temps de cliquer sur un lien plutôt qu'un autre. Il faut, comme au stand-up, arriver à accrocher l'attention de l'auditoire dès la première phrase, dès la première punchline. Et ça amène au bout du bout une conséquence qui est assez radicale, si on en suit tout ce que ça génère, qui est que, en termes donc d'attention, parce que nous on est vraiment dans une logique d'économie de l'attention, si on se dit voilà, les gens ont peu d'attention parce qu'ils sont hyper sollicités par plein de médias, plein de canaux, et ils ont peut-être un téléphone et une tablette, et même s'ils n'ont qu'un téléphone, ils vont avoir plusieurs applications, ils vont avoir des mails, donc ça arrive de tous les côtés. Donc, en tant que communicant gouvernemental, on est non seulement en concurrence avec des acteurs politiques, donc d'autres institutions, des partis adverses, des associations, des lobbies, mais aussi, et c'est ça qui génère après les décisions qu'on va prendre, on est en concurrence avec des acteurs privés, parce que sur les timelines, sur tous les flux d'informations qu'on consomme, on va avoir des pubs Universal, des contenus d'un site comme BuzzFeed, des pubs pour Nutella, pour L'Oréal, etc., etc. J'ai pris exprès de prendre des exemples un peu provoques, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que, et même si on compare, encore une fois, c'est important pour avoir les choses bien en place, ce qui était avant la télévision, dans la télévision comme elle est encore aujourd'hui, mais vous aviez, quand vous regardiez, admettons que vous regardiez un programme politique le soir à 20h, vous alliez avoir peut-être 2 heures de programme politique avec des coupures pub, mais la proportion allait quand même faire que vous aurez 80% de politique pour 20% de pub. Aujourd'hui, quand vous consommez l'information par le web, c'est plus comme ça. C'est-à-dire que les canaux de communication qui sont tenus par des réseaux sociaux comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, c'est des canaux qui ne donnent pas de place prépondérante à telle ou telle comment dirais-je, thématique. Ils ne font pas d'éditorialisation. Et donc, vous êtes noyé entre des pubs, entre des contenus de marque, entre plein de choses qui sont faites pour attirer votre attention. Et c'est beaucoup plus dur qu'avant
pour de la com publique, pour surnager. Et c'est pour ça que je tiens cette espèce d'aphorisme qui est provoquant. Peut-être que vous vous en foutez complètement, mais enfin, en tout cas, des gens qui font de la com publique, ça les provoque. Je dis, la communication publique, elle n'existe plus parce que aujourd'hui, on ne fait pas de la com comment dirais-je, on n'essaie pas de faire passer un message en concurrence ou en débat avec d'autres communicants publics, mais on essaye de surnager face à tous les communicants du monde, c'est-à-dire face aux pubards, face aux gens qui font de la com sur des sujets privés, face aux gens qui font du contenu de marque, du brand content, etc., etc. Donc il n'y a pas de spécificité de mon point de vue de la com publique. Elle a évidemment une spécificité qui est qu'elle communique elle a une visée de fond qui est des sujets de bien commun. Mais pour le reste, si elle veut arriver à surnager, il faut qu'elle se batte à armes égales avec le meilleur, je dirais, des productions qui peuvent avoir lieu dans le secteur privé, etc. Je ne sais pas quelle heure il est, parce que je ne voudrais pas être trop long. 6h30. Bon, alors je vais essayer d'aller sur des exemples de campagne, parce que j'étais trop abstrait, et on va aller directement sur ce qu'on a essayé de faire. Donc, à partir de là, tout ce qu'on fait depuis 1 an et demi et qui commence maintenant à être suivi et fait par d'autres aussi, part d'une seule volonté. C'est donc, d'abord, vous l'aurez compris, c'est arrivé, je crois que j'ai été assez clair, à surnager dans toute la marée de ce qui est fait sur le web et des choses qui sont plus attrayantes que de la com publique classique. Et c'est arrivé à casser à la fois l'image d'institution, qui fait qu'à la base, quand on va sur Internet, c'est pas forcément pour entendre ce que le gouvernement a raconté. Peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous, et dans ce cas-là, venez me voir à la fin parce que je vous engage tout de suite. Mais c'est quand même pas on va dire, le cas le plus courant. Donc il faut arriver à briser l'image d'institution, à briser son caractère abstrait, parce que le gouvernement, c'est comme une notion qui est quand même extrêmement abstraite et qui n'est pas forcément tout de suite quelque chose qui parle beaucoup. Et puis, un dernier élément qui est important, c'est arriver à dépasser le climat politique, parce que là, j'ai parlé de manière extrêmement généraliste, mais il y a quand même une réalité qui est que, d'une part, il y a depuis maintenant 10 ou 20 ans une crise générale de la politique, des élites, qui fait que la population a moins confiance ou n'a plus confiance envers les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, et quelles que soient les majorités politiques. Et puis, il y a, pour être très honnête, c'est une réalité conjoncturelle qui fait que, depuis 1 an et demi que je m'occupe de ces histoires-là, on communique pour un gouvernement qui est impopulaire. Donc, on a vraiment tout contre nous. Et on ne peut pas se dire qu'on surferait sur 80% d'opinions favorables et que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, les gens viendront nous écouter parce qu'ils sont fans. Voilà, c'est pas vraiment le cas. Sans rentrer dans le détail, mais je crois qu'on sera d'accord là-dessus. Alors, à partir de là, on a mis en place toutes ces opérations de com que vous avez peut-être vues pour certaines, peut-être que vous en avez entendu parler, et qui ont toujours eu la même obsession, c'est comment est-ce qu'on va arriver à choper l'attention des internautes en partant d'une situation de départ où on n'est ni forcément très désirable, ni où on s'attend à ce que le gouvernement soit, on va dire, drôle ou intéressant comme il peut l'être dans les codes du web. Avec, et ça c'est important, mais peut-être qu'on pourra après en parler ou en débattre, une idée de fond qui est de dire, parce que c'est la discussion qu'on a pu avoir, même en interne ou avec des gens extérieurs, c'est oui, mais ce faisant, vous rabaissez, vous salissez l'image du gouvernement. Et moi je dis, le problème, il n'est pas là. C'est qu'on fait de la com. On fait de la com publique. Et moi je dis, l'éthique d'un communicant, c'est d'arriver à être entendu, à être écouté. Si on me dit, tu vas rester dans la pureté, c'est-à-dire que tu vas faire des trucs classiques, des communiqués de presse, PDF, Times, New Roman 12, noir sur papier blanc, et des infographies qui ont l'air de boîtes de camembert. Donc tu vas dire, là tu vas être dans la pureté, mais tu vas toucher, je sais pas, 20 personnes. Et alors, sinon, si tu fais des trucs qui sont peut-être, on va dire, moins attendus de l'État, tu vas toucher 1000 fois plus de personnes. Et ça, en général, c'est pas loin des ratios que j'ai constatés. Moi, le choix, il est vite fait. C'est-à-dire que je ne suis pas là, et l'État, c'est-à-dire et donc les citoyens, et donc vous, ne me payez pas pour que je parle à 10 personnes ravies de la crèche qui sont de toute manière à attendre ce que va dire le gouvernement, et pour après laisser le grand public de côté. L'éthique de communicant public telle que je la conçois, mais je conçois aussi qu'on peut en débattre, c'est d'arriver à parler au plus grand nombre. Donc nous, on a une règle simple qui est que tous les moyens sont bons pour arriver à capter l'attention et à faire passer une information sérieuse derrière, tant qu'on reste dans un cadre qui est celui évidemment de la décence et d'éviter la vulgarité. Ça, dès que c'est indécent ou vulgaire, nous on bloque, on ne veut pas aller là-dessus. Mais tout le reste, c'est-à-dire de l'ironie, l'humour, les références pop, les références culturelles, tant qu'elles sont maîtrisées et qu'on l'utilise pour faire passer une vraie je dirais, information, on s'interdit absolument rien. Alors, voilà, enfin des choses concrètes. Ça, c'est alors un exemple qui avait
pas mal fait parler et pas mal marché non plus l'an dernier. Donc House of Cards, qui est une série américaine que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un peu le nouveau à la Maison Blanche, donc une série sur la vie politique américaine et qui montre en fait des personnages, on va dire pas excessivement honnêtes, voire franchement malhonnêtes, voire criminels, qui arrivent à se faire élire, etc. Et il se trouve que cette série, alors c'est une série de niche en France évidemment, elle n'est pas suivie, c'est pas Joséphine Ange Gardien, mais elle a malgré tout, ce qui ne veut pas dire que Joséphine Ange Gardien, c'est pas bien, ne faites pas dire ça, mais elle a malgré tout des gens qui la suivent, et nous ce qu'on voyait, parce que, bon de toute façon il y aurait 10 000 choses à dire, mais je passe vite là-dessus, mais on travaille vraiment, on travaille avec, nos services travaillent vraiment en logique newsroom, c'est-à-dire que les gens qui font la com web au SIG, ils sont totalement connectés avec la cellule de veille, avec les équipes sondage, et on regarde toujours vraiment, on réagit à l'actualité, quand on voit que des sujets intéressent les internautes, on va dessus, etc., etc. Et donc comme on savait à ce moment-là que c'était une série qui faisait beaucoup parler d'elle, et qu'il y avait pas mal de fans en France qui sont des gens qui s'intéressent par ailleurs, on va dire, qui peuvent s'intéresser à ce qu'est la politique. On s'est dit, c'est très simple, on va rebondir sur l'arrivée de la nouvelle saison qui faisait beaucoup parler. Donc c'était quasiment il y a un an, c'était au mois de février. Et on brainstorm un peu entre nous et on se dit, comment est-ce qu'on peut faire passer de l'info gouvernementale sur cette série-là ? On se dit, en fait, c'est très simple. Tous les personnages de la série sont malhonnêtes, mais malhonnêtes jusque, je ne vais pas vous spoiler, mais le monsieur qui est là, il va même jusqu'au meurtre pour se faire élire. Et on dit, c'est très simple. Comme il se trouve que Bon, désolé pour le spoil, mais... Non, mais c'est la première saison, après il se passe d'autres choses, vous verrez. En fait, donc comme ils sont tous malhonnêtes et qu'il se trouve que, d'ailleurs peut-être que vous le savez pas, mais notamment après l'affaire Cahuzac, etc., le gouvernement avait fait passer toute une série de dispositions pour la moralisation de la vie publique. Et on va faire un truc très simple. On va prendre tous les personnages de la série, dont les internautes qui nous suivent sont un peu fans, et on va dire qu'est-ce qui risquerait sous le coup de la loi française. Et c'est comme ça que, et en fait on avait monté l'opération avec Canal+, parce que ça nous profitait à eux et à nous. Canal+, le week-end de la sortie, balançait sur Twitter, Facebook des vignettes avec les principaux personnages, et à chaque fois on répondait au compte de Canal en disant, suite à la loi qui a été votée il y a 6 mois, ce personnage-là risquerait d'aller en tôle, de se prendre une amende, etc., etc. Donc là, on est vraiment au cœur de ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire utiliser, alors d'abord rebondir sur l'actualité, parce que c'est comme ça que marche beaucoup le web aujourd'hui. Il y a des sujets d'actualité, ça dure une journée, le lendemain plus personne n'en parle, mais pendant une journée tout le monde parle d'un truc. Ça se traduit notamment par les tendances qu'on a sur Twitter ou sur Facebook. Et nous, quand il y a ça, ou quand on sait que ça va avoir lieu, d'abord on se dit ok, on va se positionner à ce moment-là parce qu'on va avoir une oreille attentive. Les gens vont s'intéresser au sujet, donc si on leur parle du sujet là, ils vont écouter. Et deux, on regarde ce qu'on peut faire passer comme information. Et là, il y avait, pour le coup, ça matchait, parce qu'on avait des infos à faire passer sur la moralisation de la vie publique, et on y dit, on va y aller. Après, comment est-ce qu'une information comme ça, en fait, je me dis, parce que j'avais pris plein d'exemples, mais c'est peut-être mieux de creuser un peu un exemple, après on peut en discuter. C'est quoi l'intérêt pour nous de faire ça ? D'abord, effectivement, ça a de l'impact. C'est-à-dire que tous les gens, le jour-là, qui discutaient, notamment sur Twitter de House of Cards, ils nous voient passer après, quand ils regardent les mots-clés, quand ils scrollent un peu ce qui se passe, ils nous voient passer. Donc déjà, on va arriver à toucher des publics qui d'habitude ne nous verraient pas. Premier point. Deuxième point, ça fait marrer, c'est étonnant, donc ça retient l'attention et ça a beaucoup plus de chances d'être au moins vu que si on faisait passer un communiqué disant les lois passées par le gouvernement pour la moralisation. Oui, ok, ça tout le monde s'en fout malheureusement, enfin c'est aussi la vie. Donc on a plus de chances d'obtenir l'attention. Et puis dernièrement, et ça c'est important aussi, comme c'est étonnant, nouveau, etc., ça provoque des reprises presse. Des reprises presse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez avoir ce week-end-là, et c'est effectivement le cas, plein de titres de presse en ligne, donc Nouvel Obs, Yahoo.fr, Figaro, que sais-je d'autres, qui vont faire des articles pour parler de cette opération, qui vont mettre des liens vers les tweets, et les tweets eux-mêmes, quand vous regardez, alors celui-là en l'occurrence c'était pas le cas, mais ils ont des liens qui renvoient sur le site du gouvernement. Donc au bout du compte, on a une espèce de logique de ruissellement, si vous voulez. C'est une méthode tactique pour arriver à aller capter de l'audience sur plein d'autres supports auxquels on n'aurait pas accès d'habitude, et on a comme ça plus de chances que des lecteurs du Figaro, de Yahoo.fr ou du Monde finissent par venir sur le site du gouvernement. Et là, par-delà l'opération de com marrante, ils ont une vraie info sérieuse et ils peuvent, s'ils le souhaitent, ou en tout cas ils seront exposés à cette information, savoir ce que le gouvernement a fait pour moraliser la vie publique. Je me contrôle même sur le temps, 18h42. Écoutez, je vais vraiment passer en vitesse rapidement. Après, je pense que c'est bien d'ouvrir la discussion. Ça, c'est une autre opération qu'on avait faite pour la COP21 en rebondissant, vous l'aurez compris, sur la sortie de Jurassic Park. Et c'était pour faire parler de la COP21 qui à l'époque était peu populaire. Attendez, je regarde juste rapidement ce que j'avais prévu pour voir ce qui serait intéressant, plus particulièrement.
Je vais juste faire deux derniers exemples, après je me tairai là. Alors ça, c'était un autre truc intéressant qu'on avait fait parce qu'il était un peu différent. Toujours pareil, on réagit à l'actualité. C'est en gros ça de mémoire en avril dernier. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui s'intéressent à ça, vous aviez plein de films de super-héros, notamment Marvel, qui sont sortis. Et pourquoi ça nous intéresse, nous? Parce qu'on considère... Et en tout cas, ça, c'est les chiffres faisant foi, que aujourd'hui, ce genre de film, c'est plus des films de niche ou de nerds de science-fiction. Quand vous regardez le nombre d'entrées qu'ils font en salle, c'est devenu la nouvelle culture grand public. En tout cas, c'est mon analyse, c'est vraiment les images d'Épinal de notre génération. Il n'y a qu'à voir comment ces studios-là arrivent à faire, s'ils font 4 ou 5 films par an, c'est parce que juste, il y a énormément d'entrées. Donc, c'est un peu la culture de tout le monde. Donc, à ce moment-là, on se dit avec l'équipe, comment est-ce qu'on peut rebondir sur toutes ces sorties de films de super-héros? Et il se trouve qu'on a un des axes forts de la politique économique du gouvernement, qui est tout ce qui est la French Tech, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, qui est tout l'appui au développement des startups de tradition française, donc French Touch, French Tech, et alors celles qu'on connaît comme Criteo, Sigfox, vous avez dû entendre parler, qui font des grosses valorisations en bourse, etc., et que le gouvernement défend. Et en fait, on se dit, mais comment est-ce qu'on peut marier les deux? C'est très simple. En fait, on va essayer de se dire qu'est-ce que serait un super-héros qui serait uniquement fait avec de la technologie française. Et on appelle les collègues au ministère des Finances à Bercy qui bossent sur la French Tech et on leur dit, est-ce que vous pourriez nous faire une série de boîtes que vous défendez, d'entreprises, et qui font des technologies d'augmentation humaine, donc soit des lunettes 3D, des implants pour remplacer des os défaillants, etc. Et ils jouent le jeu. On a comme ça une vingtaine d'entreprises qui sont sélectionnées. On les appelle, on leur dit, écoutez, on veut faire une opération pour faire parler de vous, y compris à l'international. Est-ce que ça vous intéresse? Tout le monde dit, OK, on y va. Et donc, on fait appel, on engage un vrai dessinateur de comics. On était allé vraiment chercher un mec qui bossait, alors un Français, mais qui bossait, alors pas pour Marvel, mais pour des studios de comics, qui nous fait, là, on l'a pas en entier, mais une espèce de mélange entre Iron Man et Captain America. Et toutes les parties augmentées, c'est des vraies technos françaises qui existent, de vraies startups. Et sur le site, vous aviez derrière, ça c'était évidemment interactif, vous pouvez cliquer, et derrière, vous arrivez sur le site de ces entreprises. Donc là, on est encore une fois sur la même idée générale, c'est-à-dire il y a une actualité dont tout le monde parle, qui à la base n'est pas une actualité gouvernementale, les super-héros, vous l'aurez compris. Donc on se dit, il faut y aller parce qu'on a une attention captive, on va pouvoir faire passer des messages qui peuvent être entendus. On regarde ce qu'on a comme information qui correspond. En l'occurrence, on a un truc qui marche totalement, c'est la French Tech. Et là, on joue le jeu dans le détail et très finement, c'est-à-dire qu'on va vraiment recruter, chercher les entreprises qui peuvent passer dans le même genre d'idées, c'est-à-dire augmentation du corps humain, humanité augmentée, etc. Et on fait ce truc-là. Et pareil, ça avait bien fonctionné. Après, on les traduit en anglais. Les startups françaises, les accélérateurs de startups qui sont à l'étranger, l'avaient même utilisé pour faire leur com de manière un peu marrante et décalée dans des pays anglophones, etc., etc. Il y aurait après encore des milliards de choses à dire, mais je veux vraiment m'arrêter là parce que je pense qu'on peut en discuter. Là, je vous passe pas mal de choses qu'on a faites aussi. Et juste un dernier mot sur le dernier truc qu'on a lancé, qui s'appelle les histoires de France. Donc là, c'est une autre manière de faire de la com d'une façon différente, mais qui est pas pour le coup en rebond sur la pop culture, qui est plutôt pour s'inspirer du journalisme. Et en fait, vous avez peut-être entendu qu'il y a une ligne de com récurrente dans les discours de François Hollande et de Manuel Valls, qui est de dire il faut rétablir la fierté d'être français. Et nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça de manière un peu parlante. Et on a lancé cette page spéciale sur le gouvernement où on fait des portraits régulièrement. Alors ça tourne maintenant depuis cet été, de Français, Françaises, de tous âges, toutes catégories, qui sont une exemplarité de tout le talent de la France. Et à chaque fois, on le fait sur un mode journalistique, c'est-à-dire que vous avez sur le site du gouvernement des contenus que vous pourriez attendre comme étant des portraits sur l'Express, Nouvel Obs, dans Elle, que sais-je d'autre. Et on les fait vraiment écrire par des journalistes, etc. Et à chaque fois, on met en avant avec des moyens de journal, c'est-à-dire photographes professionnels, reportages vidéo, etc. Des gens qui ont réussi dans tous les domaines. Et là encore, en allant chercher, vous voyez, les niches de Français particuliers ou dont on ne parle pas d'habitude. Et un portrait qu'on avait fait il y a 2-3 semaines et qui avait très bien marché, c'était celui d'une championne de jeux vidéo. Vous savez peut-être que les Français sont très forts en e-sport et que maintenant le e-sport c'est une vraie discipline. D'ailleurs, le gouvernement va probablement lui donner un statut légal. Les Français sont forts là-dedans. Il y a une vraie économie derrière. On est allé sélectionner une championne de jeux vidéo, en plus qui était très, très célèbre dans son domaine, mais dont globalement les grands médias ne parlent pas. On a fait un portrait et derrière c'est un gros retentissement dans la communauté des joueurs et derrière on a eu des scores de viralité énormes, plein d'audience et un nouveau public qui est venu. Donc vous voyez, et je me tairai vraiment là cette fois-ci, une façon à la fois d'aller chercher des types de contenus qui ne sont pas ceux de la com publique d'habitude, c'est plus du contenu issu du journalisme, et par ailleurs d'aller avoir une communication tactique, c'est-à-dire aller chercher des publics, en l'occurrence les gamers, qui à la fois ne sont pas dans notre public de base, mais qui, quand on arrive à les mobiliser, sont très mobilisés, sont très reconnaissants aussi d'avoir un signe de reconnaissance du gouvernement et qui après sont autant possiblement d'audience qu'on va
qu'on va gagner, qu'on va acquérir, et peut-être après d'ambassadeurs de nos contenus. Voilà, je me tais là, j'ai été beaucoup trop long, et je propose qu'on échange. Voilà. Merci. Avant de donner la parole au public, on avait préparé 2-3 questions chez les RDVC. Tout d'abord, moi, je vais poser la question de vos indicateurs de performance. Est-ce qu'ils sont finalement similaires à d'autres entreprises du privé, ou est-ce que justement, vu que votre mission n'est peut-être finalement pas la même qu'une entreprise privée, est-ce qu'ils diffèrent? Quels sont les KPI en quelque sorte que vous utilisez? On en a des comparables et on va de plus en plus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment d'installer une culture de la data et de l'évaluation en interne. Donc on a les indicateurs classiques pour le web, c'est-à-dire pour le site du nombre de vues, et pour les contenus réseaux sociaux du nombre d'impressions. Donc les impressions dans le verbiage Twitter, Facebook et autres, c'est le nombre de fois qu'un contenu a été vu sur une timeline. Donc on a ce genre d'indicateur. On va regarder aussi les indicateurs d'engagement, c'est-à-dire typiquement combien de fois les gens ont cliqué sur un contenu. On va regarder sur le site combien de temps les gens ont passé à lire un article, s'ils ont cliqué sur des liens. Donc on a vraiment tous les indicateurs que pourra avoir un web marketer, et on essaye d'aller de plus en plus loin là-dedans, et en ce moment de travailler sur l'optimisation, essayer d'avoir des modèles de prédiction, essayer de comprendre quels sont les déterminants qui font qu'un article va être plus ou moins lu. Donc on est vraiment totalement dans une culture de la data, sachant qu'après l'intérêt c'est qu'on n'a pas encore la pression que pourra avoir je dirais un annonceur privé, parce que on installe nous-mêmes cette culture-là, et que comme on est en train un peu d'essuyer les planches et de poser nous-mêmes les références, pour l'instant je dirais chaque mois on fait mieux que le mois précédent, donc c'est pas compliqué. Mais évidemment, à un moment, on va atteindre un plateau et après, ça sera moins bien. Mais sinon, on a vraiment tout un pilotage par les statistiques. Et chaque lundi, on a une réunion de rédaction où tous les services du SIG sont réunis pour voir un peu le planning de la semaine et voir comment est-ce qu'on va traiter les différents sujets. Et le premier point de la réunion, c'est un point analytics où on passe tous les chiffres de la semaine d'avant, réseau par réseau, nombre de nouveaux abonnés, nombre de vues, ce qui a marché, pas marché, des tops, des flops, etc. Et on fait vraiment un pilotage de la data, clairement. Peut-être des questions plus concrètes qui intéresseront certainement la plupart des personnes dans le public. Aujourd'hui, finalement, quel profil vous recherchez dans le SIG? Est-ce que c'est plus des profils de communicants traditionnels, ou est-ce que vous cherchez des profils un peu similaires au secteur privé? D'abord, on cherche tous des profils métiers, comme on dit, c'est-à-dire, vu qu'on va maintenant à fond là-dedans, on aurait, comme dans une boîte web, on va chercher des développeurs, des intégrateurs HTML, des chargés de com un peu polyvalents, des community managers, etc. etc. Mais en tout cas, ce qu'on essaye de faire, et moi c'est vraiment pour moi une philosophie partout où j'ai été, c'est on laisse toujours la place à des profils un peu déviants. C'est-à-dire que si quelqu'un vient nous voir en disant écoutez, je suis pas forcément vraiment dans le poste, ou j'ai pas fait les bonnes études ou autre, ou je viens pas de telle ou telle école, on donne sa chance et on essaye de pas être borné là-dessus. Parce que je pense qu'on est tellement sur des choses qui sont nouvelles et qui bougent tout le temps que c'est bien d'avoir parfois des gens qui sont un peu le chien dans le jeu de qui. Moi-même d'ailleurs, j'ai pas été formé comme étant un professionnel du web marketing. J'ai appris sur le tas, donc j'irai pas reprocher aux autres ce que j'ai fait moi-même. Donc à la fois, encore une fois, on fait des recrutements très ciblés sur des métiers pointus, mais vraiment on se laisse toute latitude pour recruter, sur un pari ou un coup de cœur, des gens qui n'auraient pas forcément un profil hyper spécialisé, mais qui auraient envie de venir, qui feraient preuve de bonne volonté, de bonnes idées, etc. Et peut-être une dernière question qui intéressera encore du monde. Aujourd'hui, pour finalement développer des compétences dans la communication digitale, est-ce qu'il y a des méthodes, une sorte de veille stratégique qu'on doit mettre au quotidien en place dès notre plus jeune âge, des petits conseils que vous pouvez nous donner pour développer des compétences dans le domaine de la communication? Déjà, il faut. Ce qui est certain, c'est que être spectateur ne suffit pas. C'est-à-dire que si on veut travailler dans la com digitale, il faut en pratiquer soi-même, et donc ça veut dire qu'il faut être actif sur les réseaux sociaux. J'en suis intimement persuadé. On peut pas. Il y a parfois des gens qui sont, par exemple, qui ont des comptes réseaux sociaux, mais qui n'utilisent pas, qui sont juste là pour regarder, mais on peut pas comme ça comprendre comment ça fonctionne. Donc, alors d'abord, il faut être présent sur les réseaux sociaux pour plein de raisons. D'abord pour avoir une compréhension intime, mais aussi pour se faire repérer, parce que de plus en plus, il faut comprendre. Et moi-même, je le ferai. Et c'est pareil pour tout le monde, que les recruteurs, quand ils vont vous recruter, ils vont regarder votre e-réputation, ils vont regarder ce qu'on dit de vous. Et si vous venez candidater pour de la com web,
Moi, je vous regarde et je dis, personne, soit elle n'a pas de compte sur aucun réseau, ou alors on voit qu'elle fait un post tous les 10 mois. Voilà, après, encore une fois, ça ne sera pas un coup près, mais j'aurais quand même une discussion, je dirais, mais comment vous expliquer le fait que vous voulez à mort travailler là-dedans, mais que par ailleurs, vous semblez en avoir aucune pratique. Donc, pour ça, et dernier élément sur lequel il est important, alors je réponds à votre question. Donc, avoir une identité numérique qui soit existante. 2, avoir une pratique. 3, faire une veille active, ça veut dire quoi? C'est aller chercher toujours les meilleurs, voir tout ce qui vous impressionne, tout ce qui semble être mieux que ce que vous faites vous, et voilà. Et après, vous en inspirer jusqu'à avoir compris comment ils font, à être aussi bon qu'eux, à les dépasser. Ça, c'est important, toujours se chercher des gens qui nous impressionnent pour arriver à se dire comment je vais faire pour être aussi bon et meilleur qu'eux. Et puis, le dernier point, c'est que j'ai beaucoup insisté sur la révolution digitale. Ce que ça a vraiment totalement changé, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'avant de se faire du réseau. C'est-à-dire que quand on est un peu malin sur le web, comme tout est horizontal, et qu'on est à quelques clics de n'importe qui, on peut se faire remarquer beaucoup plus facilement, même si on vient du fin fond du trou du cul du monde, qu'on n'a pas fait forcément les meilleures études, etc. Parce que, je reviens sur mon histoire de la scène de stand-up, c'est quelque part, c'est un espace où tout vaut tout, donc tout le monde a sa chance. Donc si on est bon, si on est malin, si on entre dans le jeu, si on va parler à des gens, parler numériquement, hein, avant de les voir en vrai, c'est toujours mieux quand même, mais on peut se faire remarquer et se construire un réseau qui aurait été avant impossible à faire quand on venait pas des bonnes strates, des bonnes castes, etc., etc. Et j'ai plein d'histoires autour de moi comme ça, de gens qui ont fait des espèces de progression professionnelle miraculeuses ou même parfois des changements complets de carrière qui auparavant été impossibles à faire et qui maintenant, je ne dis pas que tout est rose et que tout est possible, mais il y a quand même beaucoup plus de choses qui sont simples. Il y a plein, par exemple, de patrons de grosses boîtes qui sont présents, pour parler du privé, sur les réseaux sociaux et qui tiennent eux-mêmes leur compte. Ça ne veut pas dire parce que s'ils ont une grosse entreprise, en général, ils ne passent pas leur temps à chatter, mais ça veut dire que typiquement, si vous leur adressez des messages, peut-être qu'ils vont vous répondre, peut-être qu'ils vont vous repérer. Sauf avant, c'était, à part peut-être l'attendre à la sortie de l'immeuble et lui sauter dessus, je veux dire, c'était pas possible à faire. Donc on a quand même tout est un champ des possibles qu'il faut saisir parce que c'est une chance vraiment incroyable. Et sans faire de mauvais jeu de mots, les réseaux sociaux, c'est les réseaux de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire que tout le monde peut se faire des contacts, des relations, une veille intelligente. Donc il faut vraiment, quand on veut bosser en tout cas dans la com ou dans ces métiers de l'information, de l'influence, il faut vraiment y aller à fond. C'est un très très bon investissement. Merci pour ces réponses. On va peut-être passer aux questions du public vu que le temps presse. On va avoir une vingtaine de minutes pour que vous puissiez poser vos questions. On va faire tourner les micros. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je vais juste revenir sur une chose que vous avez dit. Vous avez dit que vous ne vous interdisiez rien pour faire passer votre message. Du coup, je voulais savoir si vous aviez quand même quelqu'un qui supervise un peu ce que vous faites, ou est-ce que vous êtes une antenne complètement libre en termes de hiérarchie? Comment ça fonctionne? Alors, déjà, je vais commencer par un aphorisme que j'aime beaucoup, de quelqu'un qui s'appelle Thibault Le Sénécal, qui est le patron du web du Parlement européen, et qui dit, alors je ne sais plus comment il dit ça, mais il a tout à fait raison, il dit sur Internet, le pire arrive rarement. C'est-à-dire qu'en général, quand vous faites des coups un peu audacieux, vous avez toujours l'impression que vous courez des risques énormes, et en général, sauf si vous faites vraiment n'importe quoi et vous prenez des risques, il n'y a pas de réaction derrière, pas de bad buzz, il n'y a pas de choses comme ça. Donc déjà, en général, le risque paye, et tant qu'on le fait de manière intelligente, il est rarement dangereux. Pour en revenir à votre question, il est évident que tout ce qu'on fait n'est possible que parce qu'on a une souplesse de validation qui est extrême. Moi, quand j'en parle avec des collègues qui sont même parfois chez des annonceurs privés, ils sont étonnés de comment on travaille. Comment on travaille concrètement? Comme je vous l'ai dit, nous, on est une agence qui est rattachée directement au cabinet du Premier ministre. Moi-même, je suis numéro 2 de cette agence. Donc en fait, on est dans une chaîne de hiérarchie extrêmement courte où en gros, vous avez le cabinet du Premier ministre, le directeur du SIG et moi en dessous pour le digital. Les deux maillons que je viens de citer travaillent en confiance totale, et comme en plus, pour l'instant, on n'a pas eu de faute énorme qui ferait qu'après, il y aurait eu un retrait de cette confiance, le cabinet, je veux dire, nous fait confiance, le directeur me fait confiance, et moi, après, je pilote en direct les équipes digitales. Donc, en fait, je dirais qu'on est dans une espèce d'autonomie intelligente, c'est-à-dire non pas qu'on est totalement hors piste, mais comme je dirais, on est responsable, qu'il n'y a jamais eu de faute, etc., et que pour des raisons qui tiennent aussi à nos parcours personnels, le directeur étant, c'est de notoriété publique, un proche du Premier ministre, moi-même ayant été en poste à l'Élysée, etc., donc on nous fait confiance, et comme on a plutôt mérité cette confiance, on est en vraie autonomie. Ce qui fait que globalement, sur les actions courantes qu'on peut faire, la décision, elle se prend en interne, et en 2-3 mails, en 5-10 minutes. Donc tout ce qu'on fait n'est possible que parce qu'on a cette souplesse-là.
En revanche, évidemment, quand on va sur des campagnes qui engagent des volumes financiers de pub très importants ou sur des sujets très sensibles, là, il y a une validation politique classique qui se fait avec l'autorité à Matignon. Mais pour toutes les choses qui ne sont pas de l'ordre du sensible ou budgétairement ou politiquement, et ça rentre dans le cadre des choses que vous voyez là, on est, je dirais, en autonomie, et ce qui fait qu'on peut monter des choses très très vite, ce qui serait totalement impossible dans un circuit de validation administrative classique. Merci. D'autres questions ? Bonsoir. Selon vous, quels sont les grands enjeux en fait, de la big data pour les métiers de la communication digitale ? Waouh. Déjà, il faut en faire. C'est-à-dire que, d'ailleurs, data big ou pas big, parce que en fait, ça c'est aussi un peu des buzzwords, mais aujourd'hui, et grâce au digital, ça fait un peu ritournelle, mais c'est vrai, on a une chance incroyable, c'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont fait un peu de philo, on a réalisé le rêve de Descartes, c'est-à-dire qu'on a tout qui est mesurable. Donc tout ce qu'on fait est mesurable, traçable. Alors c'est un côté extrêmement effrayant et intrusif, mais ça veut dire que d'un point de vue scientifique, on a une chance incroyable, c'est-à-dire que dès qu'on fait une action, quelle qu'elle soit, notamment une action de com, on peut avoir des données, mais à l'infini, depuis je vous disais, le temps que la personne a mis à cliquer, le temps de réaction, le temps qu'elle a passé, etc. Et ça, qui dit données infinies, dit capacité de compréhension qui sont elles-mêmes quasiment infinies. Donc ça veut dire qu'on peut optimiser comme jamais tout ce qu'on peut faire comme opération. On peut être dans une culture du test empirique, de l'amélioration, du test-retest. On peut, avec le web, il y a un truc très simple qu'on appelle l'A/B testing. Vous pouvez par exemple programmer les serveurs qui hébergent votre site pour dire que vous allez couper le flux de visites en deux et que la moitié des visiteurs vont voir une version du site, l'autre moitié va voir l'autre version du site. Et comme ça, vous pouvez tester, voir si, par exemple, si je mets le titre en bleu plutôt qu'en rouge, les gens vont plus cliquer. Et tout ça peut être fait de manière très très fluide et avec un retour sur expérience direct. Donc ça veut dire que on peut avoir avant on faisait souvent de la com ou autre au pifomètre en se disant ouais ça m'a l'air mieux en rouge, mieux en vert. Aujourd'hui, sans mettre en place des moyens extrêmement lourds du genre des focus group, on peut encore le faire, mais sans avoir forcément besoin de faire ça, on peut arriver à tester des intuitions de manière très fine. Et ça pour le faire, il faut avoir un analyste de données. Il faut avoir des data analystes. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai pour la com, mais je vous dirais ça pour tout. C'est vrai pour tous les domaines de l'action publique et peut-être même de l'action humaine en général. Il va y avoir une montée en puissance des métiers de la data. Et les gens qui utiliseront ça de manière intelligente auront souvent un avantage parce que là où plutôt que faire des choses de manière un peu intuitive ou jugée, ils pourront s'appuyer sur des résultats empiriques, vérifiés, se rendre compte que quelque chose qui semblait une bonne idée, en fait ça marche pas, le voir vite et faire autrement. Donc ça veut dire que c'est des bons investissements de carrière, je pense. Et si dans votre cursus vous avez la possibilité à un moment de faire un peu de maths, de faire des choses dans ce sens-là, de même, apprendre un peu de développement, apprendre un peu d'algorithmique, c'est vraiment du très très bon investissement parce que ça va vraiment être des compétences qui vont envahir tous ces métiers-là. Et ça sera compliqué, je pense, dans les années qui viennent, d'avoir une approche purement littéraire de ces choses-là. Ce ne sera pas impossible, mais vous aurez toujours un truc en plus si vous comprenez la mathématique et pareil, je pourrais dire pareil pour tout ce qui est un peu développement, etc. Parce qu'on va être de plus en plus sur des profils un peu, je vous parlais de la spécialisation, mais on aura aussi des profils touche à tout. Et ce qui est certain, c'est que les personnes qui sont capables de comprendre toutes ces choses-là, à la fois d'avoir de l'intelligence de communicant, mais aussi de comprendre ce que c'est qu'un développement web, mais aussi de savoir comment on met en place de l'analyse de données, vous aurez toujours un avantage concurrentiel, je dirais, pour vous faire recruter, c'est évident. Oui, ça va monter partout. La conférence où j'étais juste auparavant et auquel a participé monsieur, il y avait les gens du Stade Toulousain qui expliquaient, moi je découvrais, qu'ils avaient une unité d'analyse de données et que donc ils passaient leur temps à traquer les stats cardio des joueurs, les déplacements sur le terrain pour faire de l'optimisation. Donc même sur du sport de terrain, et on ne parle pas d'énormes franchises de football américain, on commence à faire ça. Donc ça veut dire vraiment que ça va envahir tous les domaines de l'action humaine. Donc faites des maths. On retient. Juste derrière pour monsieur, oui, je vais là-bas. Bonsoir. Pour peut-être parler de communication sur un sujet un peu plus sensible, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la campagne anti-radicalisation qui a eu lieu et de voir un peu comment ça s'est organisé avec votre service et peut-être aussi en haut avec le Premier ministre ou avec la présidence. Alors, vous parlez de ce qui a été fait sous l'étiquette Stop Djihadisme, j'imagine.
Oui. Donc, alors, c'est une campagne qui a été faite de manière interministérielle. Donc, le SIG participe en coordination, mais où c'est vraiment porté par Intérieur, Défense, Ministère de l'Éducation, etc. C'est parti rapidement d'un constat qui était que, même si les spécialistes, il y a des débats pour mesurer ça, une partie aujourd'hui importante de la radicalisation djihadiste, elle passe par Internet. Après, il y a des débats pour savoir si des gens se radicalisent vraiment tout seuls sur Internet ou s'il y a toujours par ailleurs un passage par le terrain. Mais tout le monde est d'accord pour dire que, et ça a été documenté, analysé, etc., Internet est utilisé de manière massive et très fine par les djihadistes, avec énormément de recruteurs pour aller choper des gens. Et ils sont présents sur plein de réseaux. Et il y a des histoires absolument incroyables où les mecs, notamment parce que les filles sont beaucoup une cible, parce que pour parler très crûment, ils sont en manque de filles là-bas, notamment Daesh, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, quoi. C'est de la chair fraîche pour les soldats, et donc il y a une vraie problématique de recruter des jeunes femmes. Et donc vous avez eu toutes des techniques qui ont été développées via Instagram, Pinterest, par vraiment le djihadiste. Il faut savoir que Daesh a un service de com qui est vraiment une vraie unité de com très puissante pour aller choper des gens, les endoctriner et les faire partir. Donc ce constat-là, il a été clairement établi assez précocement, et on a pris toute la mesure, je dirais, il y a 1 an et demi, 2 ans. Et à partir de là, la France, comme d'autres pays, parce qu'on a bougé là-dessus, mais quelques mois avant, les Américains avaient fait la même chose, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'endiguer ça ? Alors, premièrement, il y a une dimension de tâtonnement, parce qu'il est évident que c'est un phénomène qui est inédit et il n'y a pas de solution miracle du tout. Mais il y a eu deux lignes qui ont été suivies. D'abord, on a dit qu'il y a un traitement sécuritaire, c'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un traitement de police, c'est-à-dire enquêter, négocier et même imposer aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, qui donnent l'identité des gens qui sont derrière les comptes djihadistes quand on les repère, etc. Ça a une collaboration qui s'est mise en place avec les GAFA, donc Facebook, Twitter, Apple, qui marche plutôt bien. Et puis, évidemment, ça c'est le côté punitif, mais il n'est pas suffisant. Parce que comme vous êtes sur de la propagande, il faut aussi faire de la contre-propagande et gagner une bataille des esprits et de la psychologie. Et en fait, comment est né ce qui s'est passé sur Stop Djihadisme ? C'est-à-dire d'abord les vidéos qui ont été lancées avec un site il y a maintenant 1 an, et puis les comptes réseaux sociaux qui ont été créés il y a quelques semaines, ça a été de se dire, il y a une cible particulière qui n'est pas les gens qui sont déjà radicalisés. Parce que quand des personnes sont faire tourner le cerveau et qu'elles sont prêtes à partir, c'est pas lire des tweets qui va les faire changer d'avis. Avec tout l'amour que j'ai du web, on ne croit pas ça. Après, c'est des problématiques qui sont psychiatriques, policières, tout ce qu'on veut. Mais il y a une double population qui est importante. C'est d'une part le grand public qui n'est pas au courant de ce qui se passe, qui est naïf là-dessus, qui ne sait pas, par exemple, qu'on peut se faire hameçonner sur Instagram, l'endroit où on croirait quand même qu'on est plutôt en sécurité. Donc ce grand public-là, il faut le conscientiser, il faut lui faire prendre conscience que ça existe et lui donner des moyens de voir si jamais un jour sa fille, son cousin est en train de tomber là-dedans, avoir des outils pour comprendre ce qui se passe et repérer, et après être en capacité d'alerter les autorités compétentes. Et puis un deuxième public, qui est le public qui est à risque, c'est-à-dire des gens, et notamment des jeunes qui sont, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, très consommateurs d'infos sur Internet, qui, n'ayant pas forcément tous les codes, étant peut-être en rupture avec la société pour des raisons qui les regardent, peuvent être, ils n'ont pas encore vrillé, ils sont pas encore dans leur tête, ça y est, je vais aller faire le djihad, mais ils sont peut-être sensibles. Et là, c'est pareil, c'est se dire, puisqu'ils sont très consommateurs de web, il faut leur fournir au moins une info pour qu'ils puissent faire un choix en connaissance de cause et comprendre ce que ça veut dire partir là-bas. Et c'est pour ça qu'on a fait la campagne telle qu'elle a été faite, qui a été débattue, critiquée, et nous-mêmes on concède qu'elle est critiquable, on ne dit pas qu'elle est parfaite, mais c'était faire de manière choc. Alors d'où la vidéo qu'on a faite il y a 1 an, c'était à chaque fois ils te disent et la vérité. Donc on a fait un montage, on a pris des vraies vidéos de propagande djihadiste. On a vu un débat, on les avait expurgées, parce qu'après c'est toujours un débat, c'est dire est-ce qu'on leur fait pas de la pub. Donc on avait pris des vidéos existantes, mais on n'avait pas pris des vidéos sordides et qui montraient la propagande djihadiste. Et derrière on remettait d'autres images réelles de journalistes qui montraient la réalité sur le terrain de ce qui se passait là-bas, c'est-à-dire la ruine, la misère, des enfants tués, etc. Et c'était une vidéo alors d'une rhétorique assez grossière, mais on la voulait comme ça pour qu'elle impacte, qui était voilà ce qu'ils te vendent dans leur vidéo de propagande, voilà ce qui va se passer sur le terrain. Et on avait utilisé toujours pareil dans notre logique, cette vidéo-là comme un hameçon. Elle avait beaucoup fait parler d'elle, on avait fait de l'achat média derrière, parce que je ne suis pas rentré dans ce détail, mais on a aussi des campagnes de pub et d'achat d'espace sur les réseaux sociaux. Elle a fait parler d'elle, il y a eu beaucoup de reprises médias, on a eu beaucoup de volume de vues dessus, et l'idée c'était de se dire, évidemment pas comme certains l'ont caricaturé, on n'a jamais pensé qu'on allait retourner des gens qui étaient déjà partis là-bas, non, mais à la fois faire prendre conscience au grand public qu'il y a un souci, et à des gens qui seraient sensibles à ça, au moins les faire réfléchir. Et derrière la vidéo, on avait le site qui existe toujours aujourd'hui, qui est en train d'être fait, amélioré, avec des fiches pédagogiques, des interviews d'experts, vraiment pour faire de la pédagogie. Et les comptes réseaux sociaux qui ont été lancés dans une première version il y a quelques semaines et qui là sont en train de monter en puissance, c'est la même logique, c'est-à-dire d'abord
Ne pas laisser sur des canaux d'expression, c'est-à-dire certains hashtags, etc., comme unique expression celle des djihadistes, parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, déjà de leur donner une contradiction, et puis après, peut-être dans un deuxième temps, aller faire des choses plus tactiques, c'est-à-dire aller dialoguer avec des gens qui en ligne se réclament, enfin sont vraiment tentés par ça, et qui sont en train ils ont un peu le bordel dans la tête, etc. Donc, mais encore une fois, premièrement, faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème, et c'était pas le cas, maintenant tout le monde en parle, mais il y a 1 an et demi, c'était pas à la mode, si j'ose dire, donc il y avait vraiment besoin d'informer. Deuxièmement, donner des outils pédagogiques. Et troisièmement, permettre aux gens qui sont en train d'hésiter, mais qui passent beaucoup de temps en ligne, au moins de voir passer dans leur timeline, dans leurs notifications, une version différente de ce que leur vendent les djihadistes. Après, c'est pas suffisant. Après, ça doit être complété par, comme je dis, un dispositif sécuritaire qui existe, par un dispositif de suivi psychiatrique, policier, pour les gens qu'on attrape avant qu'ils partent, pour ceux qui reviennent. Mais c'est une brique dans cette stratégie-là. Et comme je vous le disais, l'idée, c'est d'aller dans les semaines qui viennent sur des choses plus nuancées, plus dans l'interaction. Mais il fallait avant, au moins, poser cette première brique qui était, je dirais, de l'ordre du rappel à la loi et du rappel à la réalité sur un ton pédagogique et visant, j'insiste, d'abord le grand public et pas les gens déjà radicalisés qui sont d'une toute autre problématique. Merci pour cette réponse. On va devoir s'arrêter malheureusement sur cette partie très intéressante. On peut encore une question s'il faut. Une question en 1 minute alors, parce que le taxi arrive à 19h10. Ok, on va prendre la dernière question là-bas. C'est votre taxi. Sinon, je resterai à dormir dans l'amphi, c'est pas grave. Si quelqu'un a un sac de couchage. Bonsoir. Ouais. C'était une question très courte. C'était pour savoir combien de personnes se cachaient derrière le service d'information du gouvernement. Alors, historiquement, une centaine de personnes. Sous le coup des différentes réductions de nombre de fonctionnaires, on est aujourd'hui plutôt sur 80. Et pour aller au fond de ce qui doit être votre question tacite, sur la partie purement digitale, alors c'est compliqué parce qu'on a des gens qui font que du web, il y en a certains qui font du web et d'autres choses, mais je dirais qu'on est tout mouillé sur du 30, allez, on va dire 35 personnes. Mais je dis tout mouillé, c'est-à-dire vous avez là-dedans des développeurs, des graphistes, des community managers, des chargés de com, des analystes. Donc c'est pas 40 community managers. Et en fait, pour vous dire ça, c'est qu'à la fois quand on donne le chiffre, ça semble être beaucoup, mais pour ceux d'entre vous qui savent comment bosse une agence web, en fait, on est plutôt en flux tendu parce qu'on fait beaucoup de choses et on n'a pas énormément de gens. Enfin, on a un nombre intéressant de personnes, mais ventilés sur plein de métiers différents. Donc on est dans un rythme plutôt assez brutal, quoi. Un rythme plutôt agence de com, je dirais. J'avais oublié la question là-bas. Très rapidement. Bonsoir. J'avais juste une question. Tout à l'heure, vous parliez de l'affaire Cahuzac. Et justement, je voulais savoir comment vous réagissiez en cas de bad buzz, par exemple. Est-ce que vous travaillez seul ou est-ce que vous travaillez avec des agences spécialisées en communication de crise, par exemple? Oui, surtout au point de vue digital, où je pense que vous allez prendre pas mal de commentaires, mais aussi en général dans la com du gouvernement. Alors moi à l'époque, j'étais en poste à l'Élysée, donc j'avais pas eu à gérer ça. Enfin, j'avais géré d'une autre manière. Par rapport à ça, alors d'une part, on a une partie de notre fonction, on a un service dans SIG qui s'appelle communication de crise, mais qui s'occupe plus des problématiques de crise naturelle, terroriste, etc. Donc on n'est pas vraiment sur cet aspect-là. Après, c'est des sujets qui vont. Alors d'abord, quand c'est des sujets qui sont de l'ordre du ministériel et autres, nous on est au niveau administratif et je dirais gouvernement. Quand ça touche des personnes, ça serait plutôt, je dirais, les conseillers au cabinet, les conseillers presse communication du ministre qui vont faire ce genre de com de crise. Ça ne sera pas de notre niveau à nous, qui nous est un niveau, je dirais, institutionnel. Dans toutes les organisations politiques, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des élus, qui sont avec leur cabinet personnel, et vous avez en dessous le niveau d'administration qui reste quels que soient les élus. Et nous, c'est pareil. Je dirais, pour prendre notre cas à nous, on communique au nom du gouvernement. Et vous avez à Matignon Manuel Valls à ses communicants personnels. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas ensemble, mais pour des affaires qu'il toucherait lui, ça sera ses communicants à lui. Donc la com de crise, dans ce cas-là, type Cahuzac, elle serait plutôt faite, et c'était le cas à l'époque, par le cabinet de la personne en question. Et après, est-ce qu'on fait appel à des agences extérieures sur ce genre de sujet? Je dirais potentiellement pourquoi pas. Mais dans les faits, en tout cas sur la partie digitale, je suis d'une grande prudence parce que ce que ça veut souvent dire, ce genre d'intervention d'agence sur ces sujets-là, sur le digital, c'est aller faire des campagnes un peu foireuses de trucs, de faux commentaires pour établir la tonalité, etc. Et moi, je suis là-dessus, pas par moralisme, mais par efficacité, radicalement contre, parce que je pense que c'est des méthodes de pied nickelé qui souvent se retournent. À l'ère Internet, tout est transparent. Donc les opérations d'enfumage où on va faire des faux commentaires, des faux blogs, des machins, 9 fois sur 10, même si c'est bien fait, ça finit par être vu et ça se retourne contre les personnes qui les ont faites. Donc si c'est de la com d'influence ou de crise à cette manière-là, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui la font, mais moi je suis contre, et encore une fois, pas pour faire le père la morale, mais parce que je pense qu'elle se retourne au bout du compte contre vous. Donc c'est des choses que, à ma connaissance, que j'ai pas vu faire, en tout cas dans la sphère SIG, et moi, à titre professionnel, je serai toujours contre ça. Je pense qu'il vaut mieux utiliser les outils digitaux
pour justement parler aux gens, aller s'expliquer dans ces cas-là. Mais tout ce qui est de l'ordre de la manipulation d'influence, comme on dit dans certaines agences, moi je suis plutôt contre et je ne pense pas que ce soit très efficace, en tout cas dans le digital. Je pense que cette fois, on va vraiment devoir s'arrêter parce que le taxi arrive dans 2 minutes. Merci encore pour cette conférence. Merci à vous.